Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlons de design intégré avec Louis Murat, designer développement footwear chez Nordways. Louis nous raconte son parcours, de ses débuts chez Salomon, géant de l'équipement sportif, à son intégration chez Nordways, une entreprise de 12 personnes spécialisée dans les chaussures professionnelles et de sécurité. Louis partage les défis du design dans un secteur ultra technique où chaque produit doit respecter près de 200 tests normatifs. Il nous explique comment il a su créer une identité de marque cohérente tout en naviguant entre contraintes réglementaires strictes et exigences esthétiques. Il nous présente la Maelle, devenue un symbole chez les cuisiniers professionnels et l'importance des collaborations directes avec les utilisateurs finaux, ce qu'on appelle une approche de design centrée sur l'usage réel. Avec le rachat par le groupe JLF, leader des accessoires chaussants, Louis nous explique comment il a fait valoir la place du design auprès de nouveaux dirigeants non familiers du secteur. Il aborde également les enjeux RSE spécifiques aux EPI où les contraintes de sécurité complexifient l'intégration de matériaux recyclés. Nous finissons l'épisode sur sa réponse quant à la différence dans ce secteur entre designers et stylistes. Je vous laisse découvrir nos échanges. Si vous aimez notre podcast, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter sur le site internet de l'ACDI. Merci. Bonjour Louis, je te remercie d'accepter de participer à notre podcast sur le design intégré en entreprise. Et pour commencer cet épisode, peux-tu nous présenter ton parcours s'il te plaît ? Merci Annabelle. Bonjour. Moi je suis Louis Murat, je suis designer de coup chez Nordways. Moi ça fait très longtemps du coup que je dessine de la chaussure. Depuis le collège, j'ai toujours aimé dessiner de la chaussure, dessiner les chaussures des copains. Et je me suis tourné du coup vers un bac STI art appliqué, maintenant qui s'appelle ST2A. Et après je suis allé sur un BTS design de produits, donc que j'ai fait à Villefontaine, au lycée Léonard de Vinci. Là, ça m'a permis un peu de développer du coup le dessin et les concepts de design. Et une fois ce BTS terminé, j'ai eu la chance de faire une mention complémentaire maquette et prototype, donc toujours à Villefontaine, et j'ai eu la chance de la faire dans l'entreprise Salomon à Annecy, où j'étais intégré dans l'atelier où on était 2 personnes, et ça m'a permis en fait de rencontrer des designers, les designers de Salomon, et de travailler avec eux sur des concepts et de passer vraiment du dessin technique à la maquette, soit une maquette esthétique ou alors une maquette plus un prototype utilisable. Et ensuite, pendant cette année-là, j'ai pu rencontrer Maxime Lapouille, que tu as interviewé, qui travaillait au service nordique, et il m'a permis d'intégrer la licence design de produits et packaging, donc toujours à Villefontaine, j'ai fait en alternance au service nordique, où là j'ai commencé vraiment à travailler sur la chaussure, la chaussure de ski de fond. Et c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris tout ce qui était patronage et de travailler, on va dire, plus du soft, ce qu'on appelle. Et après, à la fin de mes études, j'ai monté ma petite micro-entreprise où j'ai pu commencer à travailler un peu dans le graphisme, dans le sport auto, qui était une passion pour moi. Donc c'est toujours quelque chose que je fais à côté. Je faisais des décorations de voitures de course. Et après, j'ai réintégré Salomon à la place de Maxime, qui était parti dans un autre domaine, au snowboard. Donc je l'ai remplacé pendant 1 an. Et en 2018, j'ai voulu me rapprocher un petit peu de la région lyonnaise. Et c'est pour ça que j'ai postulé pour une offre qui était chez Nordways, à Valence, qui est une entreprise de chaussures de sécurité professionnelle. Et donc ça fait maintenant 7 ans que je suis chez Nordways, une petite entreprise de 10-12 personnes, où je suis designer, et maintenant j'ai un petit peu plus de casquettes que celle de designer. Est-ce que tu peux justement nous présenter la marque Nordways ? Tu nous disais que c'était des chaussures de sécurité, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de cette marque, de son histoire, de son ADN et des produits ? Tu nous parlais de chaussures de sécurité, donc des produits assez techniques qui sont dédiés à un usage professionnel, qui doivent répondre à des normes en termes de conception pour résister à des chocs, à des contraintes professionnelles qui peuvent être diverses et variées suivant les secteurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette marque et à la fois du travail que tu peux faire ? Alors, pour la marque Nordways, historiquement, c'était une marque familiale, qui a commencé en 1800, je sais plus. Ils faisaient des chaussures, mais il y a très très longtemps. Et la marque Nordways, elle a été créée il y a 48 ans maintenant. On a fait les 45 ans il y a 3 ans. Et en fait, c'était le père de mon ancien patron qui distribuait des pulls techniques, alors que ça n'a rien à voir avec la chaussure, dans les stations de ski à l'époque.
Et un jour, on lui a demandé en fait de fournir des chaussures pour les cuisiniers des stations. Et petit à petit, en fait, c'est là qu'il a importé donc ce qu'on appelle le sabot norvégien. Donc il y a un sabot vraiment spécifique qui n'a pas changé de design depuis des années. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que au début c'était non coquet, et puis après on a importé des coquets. Et petit à petit, Nordways est vraiment devenu une marque du coup de chaussures, donc de sécurité et chaussures professionnelles. Donc il y a vraiment une différence entre les chaussures de sécurité et professionnelles, c'est en fait la coque. Une chaussure coquée va être en ce qu'on appelle EN ISO 23145, et les chaussures non coquées qui vont avoir à peu près les mêmes caractéristiques de respirabilité, d'anti-glisse, et ça va être les 20347. Donc nous on a la particularité d'avoir un catalogue d'une quarantaine de produits qui sont toutes normées. On sait qu'on a des concurrents qui font des chaussures aussi non normées, mais nous voilà, à chaque fois qu'on fait une chaussure on la norme. Donc ça demande quand même pas mal de temps de développement. C'est des certificats qui sont délivrés pour 5 ans aussi, donc quand on fait un produit, à contrario au sport ou au fashion, là c'est des produits, on doit les penser quand même pour un certain nombre d'années. Donc en termes de design, c'est aussi un challenge. Et après voilà, on a à peu près 200 tests en moyenne. Donc les matières sont testées, les semelles, l'assemblage 10 semelles, je peux pas vous dire tous les tests qu'il y a, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une chaussure de qualité qui tienne longtemps, qui tiennent au pied, qui ne glissent pas, et qui apportent une certaine respirabilité et un certain confort pour l'utilisateur, et qui protège du coup son pied. Donc on est vraiment sur un EPI, un équipement de protection individuelle. Tu nous expliquais dans ton parcours que tu as travaillé chez Salomon pendant plusieurs années. Tu as intégré après Nordways. Du coup, tu es passé de l'entreprise organisée avec un gros service de design à une entreprise dans laquelle tu étais certainement le seul designer. Donc, quels ont été les points marquants pour toi à ton arrivée et qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter cette aventure dans la PME locale à Valence? Et donc moi j'étais du coup à Salomon, il y avait quand même beaucoup de moyens, beaucoup de process, des grandes équipes, voilà, au Nordique, où je crois qu'on était une quinzaine de personnes à travailler sur différents sujets, la R&D, le marketing. C'était très bien ficelé. L'aventure PME, c'était aussi le fait enfin, c'est l'ancien patron aussi qui m'a motivé à l'embauche, dans le sens où il mettait une place, donc comme c'était une petite équipe, il mettait vraiment la place du design assez haute, on va dire. Et donc déjà, ce qui m'avait rassuré, c'est qu'ils avaient déjà un designer. Moi, j'ai remplacé un designer qui était là depuis 4 ans, donc ça m'a un petit peu rassuré. Et à la vue de leur catalogue, j'ai vu que les nouveaux produits, ils essayaient d'avoir quelque chose d'intéressant en termes de design. C'était déjà un petit peu intégré, mais voilà, ça restait une petite équipe. Donc voilà, les premiers temps, je suis arrivé, j'étais à côté des commerciaux toute la journée, j'entendais les appels à côté. Donc pour se concentrer, c'était pas évident. Mais après voilà, petit à petit, je suis arrivé à amener en fait les process du coup de Salomon dans l'entreprise Nord-Ouest, donc à une autre échelle, hein, forcément. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'être en direct avec on va dire les décisions, où Salomon, il y a un petit peu plus d'étages, on va dire, au niveau des décisions, et les projets sont quand même assez longs, on va dire, en termes de process, où là, en fait, on peut prendre quand même des décisions un peu plus rapides, et du coup, les développements se font un peu plus rapides. Donc, on peut aussi se tromper un peu plus rapidement aussi, mais voilà, c'était un peu ce côté réactivité des choses qui me plaisaient bien. Et voilà, et c'est pareil, au début, je faisais la communication, je faisais les catalogues, je faisais pas forcément que le design produit, mais petit à petit, on a su un peu recadrer tout ça. Là maintenant, on a vraiment un service communication dédié spécifique dont je ne fais plus partie. Mais voilà, c'était un gros challenge, mais je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Et puis j'ai aussi élargi mes champs de compétences du coup sur la certification, sur le développement. Et ça, c'est quelque chose, si j'étais resté chez Salomon, je pense pas que j'aurais pu avoir toutes ces compétences, on va dire, annexes. Et du coup, il y avait un designer avant toi, mais on comprend que, c'était peut-être enfin, que la marque avait peut-être moins une identité que ce qu'elle peut avoir aujourd'hui. Donc, je pense qu'une de tes raisons de ton embauche, ça a été ça, c'est-à-dire de donner une ligne Nordways, qu'on puisse reconnaître, les produits, la marque, donc, développer un ADN de marque. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place, pour y arriver? Quels sont les outils, que tu as utilisés pour créer cette cohérence de gamme et de marque? Et en fait, à mon arrivée, c'est vrai qu'il y avait un logo, on va dire, une identité de marque qui était assez vieillotte, entre guillemets, et voilà, qui datait un petit peu. Mais la volonté tout de suite, à mon embauche, a été de travailler du coup avec une agence sur la recréation du logo. Et là, vraiment, ça a permis d'apporter une dynamique. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai participé à ces choix-là, à ces réunions, et ça a permis en fait d'opter pour un NW en fait qui est très marqué et qui vient bien se placer sur le produit. On a vraiment
en créant le logo, penser à l'application sur le produit, et ça a permis vraiment après derrière de lancer une identité de marque et de pouvoir la poser, on va dire, sur vraiment un type de produits très différents. Et petit à petit, on a commencé à intégrer des lignes aussi. Donc, pareil, en termes d'esthétique pure, on va dire, les chaussures de sécurité, c'est pas forcément quand on a des mocassins de cuisine, c'est pas forcément la chose la plus sexy du monde, on va dire, à porter. Et derrière, on est vraiment arrivé, à poser la marque dessus. Juste petite info, en gros, quand le patron m'a embauché, il m'avait expliqué une histoire où en fait il est allé voir des cuisiniers dans une entreprise, dans un restaurant, et la personne lui dit ces chaussures elles sont trop bien, je sais pas quelle marque c'est mais je suis vraiment bien depuis que j'ai celle-ci, ça va mieux. Et en fait mon patron il s'est rendu compte que c'était des chaussures Nordways et que même la personne ne savait pas que c'était des chaussures Nordways. Et c'est là il s'est dit non, il y a un problème, on communique pas assez, on n'est pas assez bon, on a des bons produits mais on n'arrive pas à forcément trop les mettre en avant. Donc voilà, et après c'était un exercice de justement typiquement je parlais des sabots norvégiens. Donc on est arrivé donc en mettant un peu la marque en avant. Donc on avait mis, je me rappelle, une grande bande Nord-Ouest sur le côté. Et après, il fallait pas aller non plus trop loin, où on a eu un peu des retours justement. Ah non, on voit trop la marque. Ce qui était un petit peu normal sur des restaurants où il y a Régis Marcon justement qui porte des sabots norvégiens. Et il nous disait voilà, c'est un petit peu trop marqué. Donc après voilà, on a réajusté derrière sur le développement, mais enfin sur l'identité on va dire. Mais voilà, et maintenant on a des lignes un peu. Enfin, je suis assez content parce que j'ai travaillé quand même sur, on va dire, dans l'ensemble du catalogue. Donc au bout de 7 ans, on va dire que quand on regarde la gamme dans son entièreté, il y a quand même, on va dire, une patte qui se dégage, et ça, je suis assez quand même satisfait de ça. On a quand même une cohérence, on va dire, de gamme qui était de la demande. Mais voilà un peu pour la place du design, on va dire, chez Nordways, quoi. Tu m'as dit que votre entreprise elle a été rachetée par un groupe spécialisé dans les accessoires d'EPI, donc des produits semelles, chaussettes et gants, et que ce groupe n'avait pas forcément de connaissances techniques dans votre secteur qui est la chaussure. Du coup, comment depuis cette acquisition, tu as réussi à donner, à voir la place du design? Comment est-ce que tu as su montrer la valeur ajoutée de ton travail? Alors oui, effectivement, on s'est fait racheter en 2022 par le groupe JLF. Donc il faut savoir que le groupe JLF n'est pas novice dans la chaussure, dans le sens où ils font déjà des EPI, on va dire, de sécurité pour les pieds et pour les mains. Donc ils font des gants anti-coupure, des gants de jardin, et ils font également aussi des semelles, donc semelles intérieures confortables qu'on vient rajouter dans les chaussures de sécurité. Et ils font également aussi des chaussettes, donc tout ce qui est chaussettes techniques, chaussettes contre le froid, voilà, donc différentes chaussettes. Il faut savoir qu'ils avaient quand même des notions, on va dire, de la création de moules pour leur semelle intérieure. Ils connaissaient un petit peu ce domaine-là. Et après, voilà, il a fallu beaucoup de pédagogie au départ pour expliquer les choix de conception, pourquoi on prend ce patin, pourquoi on va utiliser cette semelle, pourquoi la tige vaut mieux la faire dans ce sens-là. Voilà, donc après, ce qui a été appréciable, c'est que donc mon nouveau responsable m'a fait tout de suite confiance, on va dire, sur la conception des chaussures, et voilà, ça a très vite bien fonctionné. Quand on explique bien les choses et quand on se fait bien comprendre, ça permet vraiment de créer la confiance. Et troisième point, moi, je voulais vraiment aussi garder le design centré sur l'utilisateur, qui nous avait fait défaut un petit peu quand au début je suis arrivé chez Nordways, où on a un petit peu des fois fait des projets, non mais ça va plaire aux cuisiniers, et on a développé des produits qui n'étaient pas forcément en adéquation avec le marché. Et là vraiment de partir de l'utilisateur, de faire tester, de co-développer avec eux, ça c'est quelque chose que je voulais garder et qu'on a gardé et qui fonctionne très bien encore aujourd'hui chez Nordways. Et oui, et quatrième point aussi, c'est que ça m'a permis d'élargir mon domaine de compétences, dans le sens où je les ai accompagnés également sur les semelles intérieures, un type de semelle qui permettait de changer de dureté en fait selon ce qu'on recherche en termes de ressenti. Aussi, j'ai également retravaillé la gamme chaussettes avec un design un peu plus, on va dire, cohérent, avec les différents niveaux de protection et de chaleur sur les chaussettes. Et ça a permis du coup d'amener la démarche design au sein des autres entreprises du groupe JLF et de former les collaborateurs à travailler en fait avec un designer. Et peux-tu nous parler justement, parmi tous ces projets, d'un projet qui t'a marqué depuis ton arrivée chez Nordways? Et pourquoi tu nous parles de ce projet-là? Est-ce que c'est parce que c'était une réussite ou est-ce que c'était parce que tu as été confronté à des difficultés, nouvelles pour toi et que tu as réussi à surmonter? Les difficultés, il y en a tout le temps. Comme on fait des chaussures normées, on passe vraiment des tests très exigeants, donc du coup,
Voilà, on a souvent des matières à changer au dernier moment, on fait des tests de glisse qui sont très exigeants et des fois le test ne passe pas de très peu, il faut remodifier les caoutchoucs. Enfin voilà, c'est motivant, hein, mais des difficultés on en a sur tous les projets, on va dire. Mais ouais, le projet marquant c'était ce qu'on appelle la Maëlle chez nous, qui est devenu un petit peu un symbole des cuisiniers. Maintenant aujourd'hui, c'est un produit donc qu'on a développé il y a 5 ans et aujourd'hui sur Instagram les chefs se prennent en photo et prennent des stories avec la Maëlle parce que c'est devenu un petit peu un emblème. Donc en fait l'idée quand je suis arrivé c'était de faire un petit peu ce qu'on appelle la Stan Smith chez nous, c'est la chaussure classique blanche que tout le monde portait, enfin tout le monde porte encore aujourd'hui, classique qui passe partout. Et on a voulu la faire en version du coup 2347 normée, donc sans coque mais avec tout l'anti-glisse. Donc on est arrivé à développer pendant 1 an et demi une très belle chaussure fabriquée en Italie avec des jolies cuillères en noir et blanche. Et petit à petit, en fait, on l'a fait essayer aux cuisiniers. C'est devenu un peu une référence. Et 5 ans après, là, on était au Sierra, là, au mois de janvier. Et quand on a les cuisiniers qui arrivent avec des Maëlle aux pieds et qui nous disent, je les rachète toutes les années, je reprends les mêmes, on est trop bien dedans, et en fait, c'est des retours déjà qu'on a et qui font plaisir. Mais après, on a fait une version montante. On a fait une version pour les 45 ans, justement, de Nordwez, montante aussi, qu'on a présenté au Sierra il y a 2 ans. C'est un projet, donc je suis assez satisfait et en plus on avait un nouveau patin extra grip là qu'on avait développé, qu'on a breveté. C'est un projet qui m'a marqué. Et puis après on va dire 2 autres projets. On a travaillé beaucoup aussi pour le milieu infirmier et on a fait une chaussure, une basket, un petit pruning du coup. Et au début ça devait être un projet simple et finalement on a apporté quand même beaucoup plus de choses que ce qu'on devait apporter au début. Et typiquement on a créé vraiment une chaussure aussi qui soulage au niveau des genoux quand on les porte toute la journée. Et on a travaillé main dans la main avec les infirmières, et ça je l'ai peut-être pas forcément dit dans l'ADN de Nordwez, mais nous on travaille vraiment avec les utilisateurs, et ça c'est quelque chose qu'on a mis tout de suite du départ, et on fait tester à l'utilisateur nous fait un retour, et derrière on prend vraiment en considération la chose. Et oui, j'ai plusieurs amis qui sont infirmières et qui ont testé du coup ces chaussures-là, et qui me font des retours du coup de leur utilisation au quotidien, et ça fait toujours plaisir d'avoir des bons retours sur nos produits. Très bien. Tu m'as dit aussi que vous avez été accompagné par l'ADEME pour travailler sur l'analyse du cycle de vie de vos produits, pour comprendre comment diminuer vos impacts environnementaux. Et je voulais savoir ce que vous avez tiré de ces analyses. Et toi, en tant que designer, quels sont tes apports sur la RSE, qu'ils soient environnementaux ou sociaux? Et quelle place t'aimerais prendre à l'avenir sur ces sujets-là? Alors oui, effectivement, on était accompagné de 2020 à 2023 là, par l'ADEME sur la RSE en entreprise. On a été accompagné par une personne avec des réunions hebdomadaires sur des projets et sur beaucoup d'analyses sur nos produits, donc pas mal d'analyses de cycle de vie. Et ça a permis un petit peu de faire des constats sur ce qu'on a actuellement. Et ça, c'était très intéressant sur la manière dont on fonctionne actuellement, nos produits, d'où est-ce que les matières viennent, dans quel pays elles sont utilisées, quel est l'impact de l'électricité dans tel pays. Enfin, voilà, ça allait assez loin, on va dire, dans la démarche. Et du coup, ça nous a permis vraiment d'avoir une bonne base, en fait, sur notre catalogue actuel. Et derrière, on a lancé, on va dire, 3-4 projets de chaussures éco-conçues, donc un mocassin. On a essayé de revisiter aussi notre Maëlle, dont je parlais avant, avec des semelles avec du caoutchouc naturel. On a lancé 3-4 projets comme ça. Et malheureusement, on s'est très vite heurté à une notion de prix aussi, de prix et aussi de normes. Faut savoir que la 23145 et la 23147 sont des normes avec des exigences assez hautes. Donc ce qui est bien dans le niveau RSE, c'est qu'en fait, c'est des produits qui durent longtemps par rapport à une basket fashion où on va pas forcément tester l'abrasion, on va pas forcément tester la longévité de la chaussure. Et nous, cette 23145, cette norme-là, nous permet d'avoir un produit qui résiste plus longtemps que les autres. Donc dans l'utilisation, on est quand même un petit peu mieux par rapport à une chaussure standard. Par contre, le problème de la 23145 et de la 23147, de ces normes-là, c'est que ces niveaux d'exigence sont très hauts. Et derrière, nous, par exemple, quand on veut utiliser du caoutchouc naturel, par exemple, pour faire une semelle, ou alors utiliser une doublure ou une microfibre en matière recyclée, on va pas forcément passer l'abrasion, on va pas forcément passer la respirabilité, on va pas forcément passer la glisse. Voilà, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui, ça empêche beaucoup de choses en termes de RSE et d'utilisation de matériaux recyclés.
pareil, on a également le fait que nous, nos chaussures sont utilisées par exemple dans les hôpitaux. Et les hôpitaux, il peut y avoir du sang contaminé qui tombe par exemple sur des SADBO et EVA. Et ça ne permet pas par exemple de recycler derrière, de réutiliser la chaussure, à part l'utiliser en tant que combustible. On ne peut pas la réutiliser derrière. Donc voilà, on a pas mal de... Le pays bloque pas mal de choses au niveau de l'utilisation de matériaux recyclés ou de recyclabilité. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais voilà, depuis cette analyse et cet accompagnement, nous, on essaye directement au cahier des charges de mettre tout ce qu'on peut de possible sur notre projet et sur notre chaussure de recyclable et qui passe la norme. Et souvent, là, la chose la plus commune maintenant dans les chaussures de sécurité, ça va être les doublures. On a beaucoup de doublures à l'intérieur, donc c'est le mesh qui est à l'intérieur de la chaussure, qui sont recyclés. Et ça, en fait, ça vient tout simplement des entreprises. Nous, on a une petite entreprise dans la chaussure, mais plus les grandes entreprises mondiales changeront leur manière d'utiliser les meshs et les matières recyclées, plus le marché va évoluer et plus après, on aura des matières qui seront adaptables, recyclées et adaptables à nos chaussures de sécurité et qui passeront là-dedans. Et en fait, c'est un peu, voilà, un effet boule de neige, mais si les grandes marques ne se mettent pas à faire des produits, on va dire, biosourcés ou faits à partir de matériaux recyclés, ça va être compliqué. Après, je sais que voilà, après, il y a une question de prix aussi qui change. Et voilà, faut trouver le juste milieu. Et après, on a les polyuréthanes aussi. Nous, on utilise des polyuréthanes pour nos chaussures de... Donc en fait, on a des grosses machines qui permettent d'injecter les semelles en PU, dans des grands carrousels. Et le PU, le polyuréthane, c'est une matière qui va gonfler dans le moule. Et ces polyuréthanes, aujourd'hui, ils viennent de la pétrochimie, mais demain, enfin aujourd'hui, il y a déjà des solutions de polyuréthane biosourcés à partir d'amidon, à partir d'huile végétale, à partir d'algues, de déchets agricoles. On arrive à faire du biosourcé. Le problème, c'est toujours la quantité. Aujourd'hui, on peut faire du biosourcé, mais ça coûte plus cher parce qu'il y a moins de matières premières. Aujourd'hui, on trouve plus facilement du polyuréthane standard que du polyuréthane biosourcé. Mais petit à petit, si la demande change, on va changer ça et voilà. Mais voilà, ça a été très formateur sur ces 3 ans. On a appris beaucoup de choses et maintenant, voilà, on essaye de l'appliquer au maximum. Même si ça reste aujourd'hui que sur le mesh et sur les doublures. Je sais qu'on a des concurrents qui arrivent à le faire sur leur microfibre, donc c'est la partie avant de la tige, sur des mocassins par exemple. On a des concurrents qui arrivent à faire du biosourcé ou du recyclé, à faire à partir de matériaux recyclés. Mais voilà, donc si la norme n'évolue pas dans ce sens, en fait, la norme ne va pas baisser ses standards de sécurité pour rajouter du biosourcé. Donc c'est vraiment aux fabricants de matériaux de faire des matières biosourcées ou en matière recyclée de meilleure qualité et qui tiennent sur le long terme. Pour après nous qu'on puisse les utiliser sur nos produits. Voilà un peu le bilan de cette démarche RSE. Et aussi également, il faut savoir que nous, du coup aujourd'hui, on arrive à intégrer entre 1 et 5% de matériaux recyclés sur nos chaussures. Donc c'est très peu, mais à des quantités, voilà, on fait 300 000 paires, ça permet de baisser un petit peu notre impact sur l'environnement. Très bien. Et j'ai une dernière question. Tu es designer produit, tu travailles sur du soft. Pour toi, quelle est la différence donc, entre un designer produit dans ce secteur-là et un styliste? Alors pour te répondre à cette question, pour moi la différence entre un designer produit footwear qui vient du design de produit et un styliste qui lui vient plus de la mode, on va dire côté mode, c'est vraiment le côté technique, je pense, où le styliste va plus avoir de bagage technique sur la conception. Il va dessiner avec la connaissance technique de comment vont se placer les matériaux entre eux, et je pense que ça peut peut-être un petit peu brider, on va dire, au niveau de la création, que le designer produit va plus penser en termes de lignes avant la construction. C'est-à-dire que moi, je travaille vraiment sur des 2D à la base, des 2D de la chaussure, avec la semelle, donc il faut qu'il y ait une cohérence entre la tige et la semelle aussi également, et on va penser la chaussure un peu de manière plus globale, et on va dire où l'esthétique va un petit peu plus primer sur la construction, même si aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, la construction, je sais comment est fait la chaussure, et je sais que quand j'envoie des dessins à nos fabricants,
Je sais qu'il y a des choses qui vont être compliquées à faire, mais voilà, je pense que c'est ça la vraie différence. Le styliste va avoir plus de bagages techniques sur la construction du soft, donc ce qu'on appelle le soft, c'est tout ce qui est partie tige, donc partie textile, on va dire, de la chaussure, textile ou cuir de la chaussure. Et après, voilà, le designer produit, lui, va plus avoir une vision globale de la chaussure, de l'esthétique globale et de la semelle, avoir un peu plus d'expérience sur le travail de la semelle. Je pense que c'est ça un peu la différence. Mais les deux se complètent. Moi, j'ai travaillé avec des patronniers, donc j'ai fait du dessin sur forme, et après, derrière, je donnais ce que je voulais en termes de ligne, et après, derrière, c'était au patronnier de travailler sur comment passer du dessin 2D à la 3D. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant, mais qui demande quand même des compétences techniques très, très poussées. Et je sais que moi, dans mon évolution future, c'est peut-être quelque chose, enfin une formation que j'aimerais bien faire, dans le sens où ça permet vraiment de comprendre la construction de la chaussure et de voir comment pouvoir en fait réaliser du dessin 2D jusqu'au patron de la chaussure. C'est quand même quelque chose qui est intéressant et qui permettrait après aussi d'avancer un petit peu plus vite sur les développements. Pour finir, juste pour info sur le sujet, je discutais du coup hier avec une patronnière qui avait travaillé sur des chaussures, elle, en podologie. Et elle, justement, le fait d'avoir la connaissance technique du patronage et de la conception de la chaussure lui faisait tout de suite simplifier les chaussures pour avoir quelque chose de simple à réaliser et qui coûte pas trop cher aussi. Enfin voilà, elle avait tout de suite le côté, on va dire, financier et l'utilisation de la matière et du confort. Elle va tout de suite penser à ça en premier que le visuel final. Et nous, on va peut-être être un peu plus exigeant sur la qualité du visuel final et on va moins se focaliser sur la partie technique et plus avoir un rendu esthétique qui nous plaise en premier lieu. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça la différence entre les deux. Très bien. Mais écoute, je te remercie. Notre podcast arrive à sa fin. Donc, je te remercie beaucoup pour ta participation. Et ben merci à toi. Au revoir. Au revoir.